conférence ce matin. Donc, comme vous voulez, la conférence serait enregistrée. C'est mon grand plaisir de présenter Dr. Geneviève Matt, neurologue. Elle est directrice de la clinique SLA et maladies du neurone moteur du CHUM. Et elle est aussi le professeur adjoint du clinique département des neurosciences à l'Université de Montréal. Et elle présente aujourd'hui Mieux connaître la SLA. Merci Geneviève, c'est à vous. Bonjour tout le monde. Merci de passer du temps avec nous ce matin pour parler d'un sujet qui me passionne puis qui, bien sûr, vous concerne tous. On va parler de la SLA. Le but, c'est surtout de parler de ce qu'on connaît, de ce que c'est comme maladie. La présentation va être en français. J'ai traduit quelques diapositives. Bien sûr, je peux prendre des questions en anglais après, là. Donc, c'est ça. Donc, excusez-moi, des fois. OK, là, c'est actif. Donc, bien sûr, en plus de mon travail auprès des patients SLA, je me retrouve impliquée dans diverses organisations, là, dont des compagnies pharma qui développent des protocoles de recherche ou des médicaments, ou carrément commercialisent des médicaments, des traitements. Il y a quelques diapositives que ce n'est pas moi qui ai conçues de A à Z. C'est avec d'autres neurologues spécialisés en SLA au Canada. On s'est rencontrés il y a 2 ans pour monter là, un ensemble de diapositives pour enseigner aux professionnels des choses sur la SLA. Et puis, en fait, beaucoup de choses là-dedans peuvent être quand même accessibles et pertinentes là, pour vous, les patients. Donc, la SLA, les gens se demandent tout le temps si c'est une nouvelle maladie, quelque chose qui est nouvellement reconnu, mais non. Il y a des descriptions au 19e siècle en France par les grands noms de la neurologie, comme Duchenne et Charcot. Le neurologue Charcot a découvert tellement de choses en neurologie là, qu'il a laissé son nom à beaucoup de choses, dont la maladie de Charcot, qui est la SLA. En Amérique du Nord, on va l'appeler souvent la maladie de Lou Gehrig, en l'honneur du joueur de baseball qui en est décédé au début du 20e siècle. Donc, il était quand même tout jeune, là, 38 ans. Et on constatait là, dans ses dernières saisons que sa performance au bâton là, chutait, qu'il était encore un excellent joueur. Et puis, il est mort assez rapidement, là. Donc, c'est une maladie assez hétérogène qui se présente de différentes façons, puis ça évolue rapidement, de là l'urgence qu'on ressent tous. C'est un problème quand même de taille considérable. Environ 3000 patients vivent avec la SLA au Canada et c'est une maladie neurodégénérative relativement fréquente, même si on nous sort des chiffres de 1 par 100 000 là, pour les nouveaux cas par an. Donc, il y a un peu plus d'hommes que de femmes qui sont touchés. Ça, c'est surtout pour les patients plus jeunes, mais quand on parle des patients du 3e, 4e âge, il y a un petit peu plus de femmes. On n'a pas nécessairement des bonnes explications pour ça. Et malheureusement, c'est mortel, là, avec un horizon malheureusement limité. Il y a cependant beaucoup de traitements qui vont prolonger la survie puis qui vont améliorer la qualité de vie. On va en parler un peu tout à l'heure. Donc, c'est ça, comme je disais, c'est une maladie. Comme je disais, vous avez la version anglaise, donc maladie assez progressive, mais un problème significatif. Donc, si on faisait une définition de ce qu'est la SLA, c'est une maladie neurodégénérative qui touche les systèmes moteurs volontaires. Donc, le système moteur volontaire, c'est les mouvements qu'on veut faire. Donc, on veut bouger notre main, on veut parler. C'est pas le système nerveux autonome, par exemple, là, ce qui régule notre pression sanguine, notre température corporelle. Et ça se manifeste par une faiblesse progressive avec des signes du motoneurone supérieur et inférieur. Ça, dans le fond, c'est ce qu'on trouve à l'examen, puis qui va nous permettre de faire le diagnostic.
Comme vous le savez trop bien, ça évolue rapidement, sans arrêt, sur quelques mois, quelques années, et c'est encore incurable. Les problèmes sont surtout au niveau de la respiration et des difficultés à avaler. C'est ça qui emporte malheureusement nos patients. Et la caractéristique de cette maladie-là, c'est d'avoir des inclusions, des anomalies dans les neurones moteurs, avec des inclusions dans le cytoplasme qui sont positives pour le TDP43. Donc, pour nos locuteurs anglais, voici un peu là, ce que je viens de dire. Puis, pendant que vous lisez, on va regarder aussi un neurone dans le fond. Là. Donc, je pense pas que vous voyez mon point. Est-ce que vous voyez mon pointeur? Non, pas du tout. Hein? OK, on va essayer de s'en faire un. Là, est-ce que vous le voyez? Parfait. Donc, ça, dans le fond, c'est un corps cellulaire de neurones. Il faut réaliser qu'un neurone, c'est une cellule qui est très longue. Okay? Ça peut aller là, du bas de votre cou jusqu'au bout de votre doigt. Là. Fait que ça peut être 1 mètre de long là, chez un humain de taille moyenne. Donc, on voit seulement le noyau. C'est-à-dire qu'on voit seulement le corps de la cellule. Et on voit ici là, donc, le noyau. Et on voit là, en brun les inclusions, donc ce qui est les protéines pas normales qui s'accumulent. Donc, ces inclusions-là sont positives pour la TDP43. Donc, on entendait souvent parler là, quand on fait nos présentations plus scientifiques. OK. Donc, quels sont les symptômes habituels? C'est de la faiblesse musculaire. Donc, dans les bras, dans les jambes, les gens vont se trouver moins habiles, vont tomber, trébucher pour rien, avoir plus de difficultés à faire des gestes qui demandent de la précision et de la force en même temps. Les gens vont avoir de la difficulté à parler, parfois en premier, de la difficulté à avaler. Puis, l'endroit où le premier symptôme apparaît, c'est ce qui va dire si c'est une forme bulbaire ou une forme spinale. Donc, malheureusement, quelqu'un peut commencer avec des symptômes spinaux, là, donc dans les bras, les jambes, mais ça peut progresser au niveau bulbaire. Des patients, c'est l'inverse. Ils ont seulement des symptômes bulbaires au départ, puis ça va évoluer dans les bras, les jambes. Dans les autres symptômes, il y a les crampes, les spasmes musculaires, les fasciculations. C'est sûr que les crampes, les fasciculations, les petits muscles qui sautent, c'est des choses relativement courantes qui sont habituellement bénignes si c'est en isolé. Mais si ça s'accompagne de faiblesse, bien sûr, c'est vraiment pas normal. Il y a quelques symptômes non moteurs, mais habituellement, ça ne vient pas tout seul. Ce n'est pas le premier signe de la maladie. L'expression involontaire d'émotion, on va appeler ça aussi l'affect pseudo-bulbaire. Donc, c'est quand les gens ne peuvent pas retenir leurs pleurs, leurs rires. Des patients vont nous décrire un peu d'urgence urinaire, incontinence, le fait, là, quand j'ai envie, il faut que j'y aille tout de suite. Puis, quand même, de façon significative, là, des changements de personnalité mémoire. Donc, c'est sûr que les changements de personnalité à mémoire, c'est présent surtout chez les patients qui ont une démence frontotemporale qui peut accompagner la SLA. Il y a des changements plus subtils, cependant, qu'on peut évaluer. Mais encore là, ça dépend de la sensibilité des tests qu'on fait. Ce n'est pas nécessairement quelque chose qui va nuire au quotidien ou aux soins. Mais c'est sûr que l'intensité de la démence, c'est pas pareil. On a reconnu là, depuis longtemps, en fait, mais on a des preuves depuis une quinzaine d'années que la sclérose latérale amyotrophique et la démence frontotemporale, dans le fond, c'est des maladies qui sont sur un spectre. Donc, on a des patients qui sont tout SLA, des patients qui sont tout démence frontotemporale, puis il y en a qui ont un petit peu de l'autre, mais pas nécessairement. Donc, comme je vous disais, il y a plusieurs façons dont ça peut se présenter. La plupart du temps, c'est dans les membres. Et c'est environ 25% des patients qui vont commencer par des difficultés à articuler, à avaler.
50% de déficit cognitif, comme je vous dis, ça dépend vraiment de la sensibilité, là, des tests qu'on fait. Il y a bien sûr d'autres variantes. Certains d'entre vous ont peut-être la sclérose latérale primaire, donc juste des symptômes du motoneurone supérieur, et puis dans le temps vont pas ou très tardivement développer des symptômes, des signes des neurones inférieurs. Puis sinon, des gens qui ont juste une atteinte des nerfs, juste une atteinte musculaire, mais pas tant des motoneurones supérieurs. Puis ensuite, il y a toutes sortes de variantes plus rares dont les patients peuvent être atteints. La progression, ça va dépendre d'un patient à l'autre. Il y a personne qui évolue exactement au même rythme. Et pour un patient, la vitesse habituellement demeure pas mal la même. Habituellement, la maladie va progresser soit au même membre, mais de l'autre côté, ou alors de haut en bas. Mais c'est toujours de proche en proche habituellement. Ce serait très rare ou exceptionnel qu'un patient ait de la difficulté à parler puis les jambes faibles, mais que ses bras soient parfaits. Donc, comme je vous disais, c'est un problème quand même répandu, malgré les apparences, et c'est quand même évolutif, et puis ça touche beaucoup de gens. Mais il y a beaucoup de choses à faire. Donc, comment fait-on le diagnostic? Parce que, bon, certains d'entre vous ont peut-être reçu le diagnostic récemment, puis il peut avoir un certain degré de perplexité. Comment on arrive à cette conclusion-là? Ça semble bien bête. Je pourrais comparer ça un peu à une balade en métro. C'est quelque chose qu'il faut faire de façon méthodique, mais ça se fait. Hein? On regarde, si on n'est pas habitué d'aller dans le métro de Montréal, on regarde la carte, on note les directions. Bon, il faut que je prenne le train direction Côte-Vertu, ou plutôt vers Montmorency maintenant. J'allais dire Henri Bourassa, là. Mais bon. Donc, tu sais, hein, on veut se rendre chez SLA Québec, on sait qu'on veut descendre de la Savane ou Namur, là, ça dépend c'est que vous préférez marcher. Mais vous savez que vous devez descendre là. Et puis ensuite, dépendamment d'où vous partez, là, vous savez comment faire. Donc, le diagnostic est vraiment basé sur la clinique, l'évaluation du médecin qui va écouter votre histoire puis qui va vous examiner. Les questions qu'on se pose, c'est est-ce que ça fait du sens que ce soit de la SLA, ça, est-ce que je vois, ce que le patient me raconte? Est-ce qu'il y a d'autres diagnostics qu'il faudrait explorer vu les symptômes? Puis ensuite, est-ce que j'ai des diagnostics qu'il faut que j'exclue? Des fois, une personne qui a faiblesse dans les 4 membres, mais qui a très mal au cou, peut-être que c'est une mauvaise hernie discale. Est-ce qu'il y a des choses que je ne peux pas m'expliquer par la SLA? Le patient voit double. Donc, on fait ce travail-là, puis on regarde qu'est-ce qui nous fait penser à de la SLA. Combinaison d'habitude de motoneurones supérieurs, inférieurs. Puis, on essaie de confirmer le diagnostic autant qu'on est capable. Puis, l'évolution clinique au fil des visites va nous confirmer, parfois, malheureusement trop souvent, là, mais des fois nous infirmer, nous faire revisiter nos hypothèses. Donc, c'est ça, là, pour le bénéfice des gens qui sont là. Mais c'est sûr que pour vous, les patients, votre parcours n'est pas nécessairement aussi simple, aussi ordonné que essayer d'aller aller visiter Montréal en métro. Puis des fois aussi, pour les patients, c'est bête, ça peut sembler un peu gratuit qu'on dise ça. Mais la SLA, dans le fond, c'est un peu comme quand on regarde des tableaux d'un peintre célèbre, on peut finir par le reconnaître parce qu'il n'y a pas 25 façons dont ça se présente. Plusieurs façons, c'est hétérogène, hein, bulbaire, une main, soit difficulté à articuler, soit problème de main, soit problème de pied, ça a tout l'air différent, mais dans le fond, ça a quand même une signature particulière. Puis pour ceux qui aiment la peinture, si on regarde une toile de Monet, par exemple,
on la reconnaît, on l'a vu, là, des laminés depuis les années 80, tout ça. Et puis, bon, on en voit un autre, ben, sans être un expert, si on s'intéresse un peu à ça, ben, on peut dire, ouais, ça pourrait être un autre monnaie, hein, c'est encore des nénuphars, le trait de pinceau. Puis on en regarde un troisième, puis oui, probablement que c'est encore ça. Ben, pour la SLA, c'est un peu similaire. Ça a vraiment une signature particulière. Donc, comme je disais, c'est l'histoire, l'examen physique. On fait des imageries, on fait des prises de sang pour exclure d'autres causes. Malheureusement, c'est quand même rare. En tout cas, ça dépend de notre certitude initiale, mais quand on est assez certain, c'est quand même rare qu'on trouve d'autres raisons. Puis on fait un EMG pour supporter le diagnostic. Donc, je vous parle depuis tout à l'heure de signes de motoneurones supérieurs et inférieurs. Donc, un motoneurone supérieur, c'est ce qui fait que les réflexes vont être vifs, que le patient va être spastique, là, que les muscles vont être difficiles à bouger. Puis motoneurone inférieur, ben, c'est ce qui explique l'atrophie, les fasciculations. Donc, si on regarde qu'est-ce qui se passe dans le cerveau, donc, le motoneurone supérieur, c'est celui qui part du cortex moteur du cerveau, puis qui va jusqu'à un noyau, qui est soit dans le tronc cérébral, donc la tige du cerveau, si on peut dire, ou dans la moelle épinière qui est cachée dans votre colonne vertébrale. Donc, il y a un synapse, une connexion qui se fait avec un autre neurone qui, lui, s'en va au muscle. Donc, ça, ici, on l'appelle somatic motor neuron. Donc, le motoneurone inférieur, c'est celui qui est vraiment dans le nerf, qui se rend au muscle, celui qui peut faire jusqu'à 1 mètre dans notre bras, par exemple. Et le motoneurone supérieur, ben, c'est celui qui part du cortex cérébral puis qui va se rendre jusqu'à l'autre neurone. Donc, lui aussi, il peut être très long. Donc, ça, c'est un exemple un petit peu moins touffu là, de ce que ça montre. Là. Donc, encore là, donc, motoneurone supérieur, nous, on va voir ça, on va voir que le patient il est faible, mais en plus, il est lent, les réflexes sont vifs, le tonus est augmenté, hein, on a la difficulté à bouger le bras. Et motoneurone inférieur, ben, le muscle est atrophié, ça fascicule. Puis, on va enregistrer aussi dans le muscle à l'EMG une anomalie. Donc, c'est des signes très de base, mais c'est exceptionnel les maladies en neurologie qui donnent la combinaison des deux. Donc, c'est pour ça que je vous dis que c'est quand même reconnaissable. Je suis désolée, j'ai de la misère en... Je peux pas comme juste arrêter les courriels. Donc, comme je vous disais, pour nous, ça a l'air d'un processus bien ordonné, d'autant plus bon pour les experts dans le domaine. Pour les patients, cependant, ben, ça ressemble plus à une balade en voiture dans Montréal l'été, quand il y a des chantiers partout. C'est beaucoup plus compliqué. Puis, c'est sûr aussi, entre autres embûches, ben, il y a les professionnels qui ne sont pas toujours à l'aise à faire le diagnostic, qui sont mal à l'aise pour toutes sortes de raisons là, de partager leur impression. C'est une maladie relativement rare, donc il y a des professionnels de la santé qui n'en ont jamais vu avant. Puis, malheureusement, en ce moment, il n'y a pas de test confirmatoire. Outre notre avis, le fait qu'on a fait un bon bilan pour exclure autre chose qui pourrait expliquer la maladie. Il y a des biomarqueurs qui sont en développement. Donc, peut-être un jour, on pourra dire à quelqu'un, vous avez la SLA sur la base de tel test. Donc, il y a des marqueurs en imagerie qui se développent par les ponctions lombaires, les prises de sang, mais encore là, ce n'est pas encore parfait, puis ça n'a pas tout à fait trouvé sa place. Probablement que pour voir l'effet de traitement, ça va être plus utile avant que pour le diagnostic. Vous allez peut-être entendre parler des critères de l'Escorial, vous allez peut-être le lire dans votre dossier médical. Ça, c'est vraiment des critères qui sont faits pour la recherche. Bon, ça se retrouve utilisé pour d'autres raisons, là, comme le remboursement des médicaments par les compagnies d'assurance. C'est quand même... donc, pour vous, dans votre vie, ça ne change rien. Quand un médecin vous dit qu'il pense que vous avez la SLA, je pense qu'il est sérieux. Et puis,
c'est pas parce qu'on dit à un patient que c'est possible que c'est nécessaire, qu'on est nécessairement moins convaincu que chez un patient à qui on va dire que c'est définitif. Hein, devant un patient qui a une atteinte très classique de SLA, par exemple, une perte de dextérité, sans trouble sensitif, sans douleur, puis que ici c'est atrophié, ben ça va être assez clair pour nous là, que c'est une SLA, même si c'est juste un bras qui est atteint, versus un patient qui peut avoir plein de faiblesses, mais quand on regarde son historique médical, quand on regarde nos tests, on se dit, ben finalement, peut-être que je pourrais expliquer certains problèmes par ça. Donc, on est moins certain. Donc, ça n'a rien à voir, LS coriace, ça n'a rien à voir avec la certitude diagnostique, c'est vraiment une affaire de médecin. Inquiétez-vous pas de ça. Donc, tout à l'heure, je vous donnais là, la définition générale, puis j'ai commencé à parler peut-être un peu des mécanismes. Donc, la pathologie, c'est ce qu'on voit là, quand on prend un morceau de cerveau. Bien sûr, ben, on évite, on ne fait pas de biopsie cérébrale pour diagnostiquer une SLA. C'est des dons là, à l'autopsie. Donc, le fameux TDP-43, c'est quand même assez central dans la maladie. Ça fait un peu plus de 15 ans maintenant qu'on sait ça. Donc, puis ça, en tout cas, ça l'a beaucoup fait avancer notre champ. Donc, c'est une protéine importante, puis qui relie donc la SLA sporadique puis la démence frontotemporale. Et on a trouvé des mutations aussi qui dans ce gène-là, donc, puis qui causent l'ASLA ou des démences. Et ça a plusieurs rôles, mais surtout au niveau des fonctions de l'ARN. Donc, une des molécules super importantes pour que la cellule continue à survivre, le neurone. Donc, ça, c'est un dessin, malheureusement, ça sort vraiment pas bien, mais qui vous montre encore un peu là, où est le neurone, puis comment il connecte avec le motoneurone inférieur. Il y a d'autres cellules que les neurones qui sont probablement malades aussi dans la SLA, les astrocytes, qui sont un peu comme des cellules de support autour des neurones, la microglie, qui est un peu comme la police, si on peut dire, là, qui nous défend des infections, mais qui réagit beaucoup. Hein. Donc, des fois, leur réaction n'est pas tout à fait aidante. Si on s'intéresse aux mécanismes à l'intérieur du neurone, donc tout mène à la mort du neurone, puis les dernières étapes sont des dérégulations du calcium à l'intérieur de la cellule. Donc, ça n'a rien à voir avec l'apport en calcium extérieur, puis des marqueurs de stress oxydatif, puis d'autres marqueurs de stress cellulaire. Donc, les différentes voies qu'on étudie, puis qu'on essaie de traiter, ben, c'est la dysfonction mitochondriale. Les mitochondries, c'est des petites usines à énergie dans nos cellules. Les défauts de transport entre le noyau puis le cytoplasme. Donc, quand je vous montrais là, les inclusions qui sont à l'extérieur du noyau, ça semble être pas mal le nerf de la guerre. Des défauts dans le traitement de l'ARN, des défauts dans le transport axonal. Donc, quand je vous disais un neurone, c'est une très longue cellule, ben, l'axone, c'est comme le prolongement. Et c'est super important là, que tout puisse voyager jusqu'au bout. Donc, justement, si ça c'est dérangé, ben, c'est un problème. Il y a d'autres protéines qui sont défectueuses, qui sont importantes. Puis aussi, ben, il y a un certain rôle pour l'excytotoxicité. Donc, quand les neurones deviennent trop sensibles à l'excitation répétée. Donc, les causes de la SLA, ben, quelqu'un dirait on ne le sait pas, ben, c'est pas tout à fait faux. On ne sait pas c'est quoi qui déclenche la maladie comme telle. Beaucoup de choses qui ont été regardées, mais pour l'instant, il ne semble pas y avoir d'exposition dans l'environnement ou d'habitude de vie comme telle qui déclenche la maladie. Il y a 5 à 10 des patients qui vont avoir une forme familiale, donc chez qui on va reconnaître un ou plusieurs membres de la famille qui ont aussi une maladie comme la SLA ou dans le spectre de la démence frontotemporale SLA.
Puis les formes sporadiques, ben, qui touchent la plupart des patients, c'est des gens qui ont en apparence pas d'histoire familiale de SLA. Je vous nomme ici les gènes communs. Ça varie selon la population étudiée. Ça, c'est bon pour une population caucasienne. Puis encore, il faudrait vérifier dans d'autres populations, là. Mais par exemple, en Asie, c'est pas juste de regarder ça. Puis, ce qu'on a appris, ben, c'est qu'avec certaines formes génétiques, ben, il n'y a pas de TDP43 pourtant. Donc, ça nous pose des questions. Ben, finalement, c'est peut-être juste un phénomène à la fin. Comment ça se fait que ça se produit avec ces deux mutations, qu'on a on a le même résultat avec des mutations différentes. Donc, c'est des choses qu'il va falloir qu'on élucide. Le C9ORF72, c'est la forme la plus fréquente. Et puis, donc ça, c'est un petit schéma là, qui vous explique un peu les différents mécanismes par lesquels le C9ORF semble toxique. Il y a eu un essai clinique pour une molécule qui malheureusement est négative, là, mais il y a d'autres initiatives pour guérir cette forme-là de SLA. Donc, si jamais vous êtes positif, ben, ça peut être intéressant de voir qu'est-ce qu'il y a comme essai clinique. C'est vraiment là, la forme la plus fréquente dans les cas familiaux dans une population caucasienne. Les mutations dans le TDP43, on en rencontre plus rarement, mais c'est des patients qui semblent plus jeunes que la forme actuelle de SLA, puis qui semblent avoir un pronostic un peu meilleur. Mais ça reste quand même relativement rare. La forme SOD1 qu'on connaît le plus, c'est la première qu'on a découverte et c'est celle avec laquelle beaucoup de nos modèles animaux sont conçus. Et puis, on voit encore là, un effet de stress oxydatif, hein, plus de radicaux libres. Donc, c'est des formes plus motoneurones inférieures. Puis là encore, un même gène peut avoir plusieurs mutations, mais le patient ne va pas se comporter tout à fait de la même façon. Donc, il y a quand même beaucoup de subtilité quand on arrive au test génétique. Il faut vraiment en parler avec votre médecin. Donc, c'est ça. Le FOS, on y pense quand on a un patient qui a une forme plus juvénile, là, nos patients très jeunes, encore qu'on a des formes très variables là-dedans aussi. Il y a des essais cliniques aussi en cours pour cette forme-là. Donc, comme je vous ai dit, c'est une maladie qu'on comprend de plus en plus, pour laquelle il y a de la recherche, mais qui reste quand même incurable à ce moment. Notre but, c'est de rendre la maladie la plus chronique possible, hein, arrêter son déclin. C'est un objectif peut-être bien humble comme ça, là, mais dans le réaliste. Il y a quand même beaucoup de choses à faire pour améliorer la qualité de vie des patients, puis la survie même. Donc, on a développé au Canada des guides de pratique optimale que vos médecins suivent. Ça a été développé par des membres du CALS. Moi, j'en fais pas partie. Donc, le CALS, c'est qui? C'est le regroupement le réseau des cliniques SLA impliquées en recherche au Canada. On a plusieurs sites au Québec. Donc, ces pratiques-là sont développées là, sur la littérature puis sur l'expertise, parce qu'il n'y a pas nécessairement des articles là, qui disent que chaque chose fonctionne. Puis, ce qui était intéressant, ben, c'était aussi de voir dans un contexte canadien comment ça s'appliquait, parce qu'il y avait déjà des guides de pratique américains puis européens, mais vu que nos systèmes de santé ne sont pas organisés de la même façon, c'était peut-être pas pertinent. Donc, ce qui est central, avant de s'exciter sur les médicaments, la recherche, ben, c'est réaliser que dans les interventions les plus importantes, c'est le suivi en soins multidisciplinaires. On réalise bien qu'une visite à la clinique SLA, ça peut être taxant sur vos énergies, votre temps, ça implique les aidants, des gens pour les transports. Mais un suivi interdisciplinaire, c'est quand même ce qui va augmenter le plus la survie, puis éviter certaines complications.
Comment ça se produit? C'est probablement parce que les patients suivis en soins multidisciplinaires ont plus d'adaptation, ont plus d'accès au riluzole. Probablement l'édaravone, mais c'est des études pré-édaravone. Plus d'accès à la nutrition entérale, puis à l'usage de BIPAP ou autres formes. La fréquence du suivi, c'est selon les besoins. Puis, ça a été démontré que la télésanté peut aussi améliorer l'expérience, mais ça ne remplace pas tout. Donc, j'ai mis une diapo en anglais pour nos locuteurs anglais ici, mais j'en profiterai pour dire que les aspects qui sont couverts sont quand même nombreux, là. Donc, c'est pas mal de A à Z, à part pour des guidelines pour faire un diagnostic de SLA, parce que ça n'existe pas vraiment encore. Donc, si on va dans les médicaments, le riluzole. Donc, ça fait une vingtaine d'années qu'on en prescrit au Canada. Ça diminue l'excytotoxicité. Donc, l'excytotoxicité, c'est le fait que les cellules là, les neurones semblent trop sensibles au glutamate. Ça n'a rien à voir avec l'apport de glutamate par la bouche, là, donc c'est peut-être pas une bonne idée de prendre du glutamate monosodique trop dans la nourriture préparée, mais c'est pas ça qui cause ou empire la SL. Donc, bien sûr, idéalement, pour avoir le plus de bénéfices possible, c'est de commencer le plus tôt possible. Ça a des effets secondaires au foie, globules blancs, de la fatigue. Il faut en parler avec votre médecin. Il y a des suivis à faire qui sont importants. Et ce qu'on dit classiquement, c'est que ça prolonge la survie de 3 mois. Cependant, quand on prend des données du monde réel, par exemple, des patients qui ont participé à des protocoles de recherche, il y a souvent un groupe où les patients vont se retrouver à recevoir le placebo. Puis parmi les patients placebo qui reçoivent le placebo, on va regarder les patients qui prennent du riluzole versus ceux qui n'en prennent pas. Puis si on les compare, il y a toujours un bénéfice mesurable du riluzole. Et dans des données plus récentes, on pense que la survie est peut-être améliorée encore plus qu'on pensait, peut-être plus de 6 à 9 mois plutôt que le 3 mois qu'on cite habituellement. Donc, je pense que c'est quand même pas à négliger. C'est un médicament qu'on prend par la bouche 2 fois par jour, d'habitude très bien toléré. Donc, je pense que ça vaut le coup, là. Par rapport à l'édaravone, donc ça, c'est une nouveauté là, qui a été disponible commercialement au Canada en 2019. C'est un médicament antioxydant. Donc, si vous vous rappelez là, des mécanismes dont on a parlé tout à l'heure, c'était intéressant. Donc, c'est un médicament qui ralentit la progression de la maladie. Donc, ce n'est pas toujours évident qu'on va moins vite. Si vous imaginez, là, quand vous roulez sur l'autoroute et faire la différence entre je roule à 100 versus je roule à 120, c'est pas toujours évident, à moins que vous ayez, là, je sais pas, quelqu'un en avant de vous ou la police, puis vous lâchez le gaz tout d'un coup, là. Donc, dans un groupe très ciblé de patients, on a vu que ça montrait un ralentissement. Les données du monde réel sortent. Il y a quand même plus d'arrêts qu'on pensait. C'est pas toujours si clair que ça. Donc, c'est vraiment à discuter avec votre médecin si c'est une bonne option pour vous. Il faut quand même réfléchir. C'est un traitement en intraveineux, là. Donc, c'est quand même une option. Puis justement, parce que ça a été étudié chez des gens qui avaient une maladie de moins de 2 ans, une fonction respiratoire préservée, c'est un peu plus difficile d'inférer pour les patients qui sont en dehors de ce groupe-là. Qu'est-ce que ça fait au juste? C'est un médicament qui est en intraveineux. J'ai utilisé cette diapo-là là, qui vient directement de Mitsubishi, qui commercialise des médicaments, mais je pense que ça explique bien. Donc, les sacs, en fait, c'est ce qu'on infuse aux patients, là, les médicaments. Donc, il y a 2 semaines où le traitement est tous les jours en intraveineux, puis ensuite 2 semaines de vacances. Les cycles suivants, c'est 5 jours, en fait 10 jours sur 14, puis 2 semaines d'arrêt.
Donc, le traitement est donné en intraveineux en 1 heure. Les premiers, habituellement, on préfère que vous les receviez en centre d'infusion. C'est tout organisé, là. Il n'y a pas grand-chose à prévoir, là. Mais le but de le faire, c'est dans un milieu contrôlé. Si jamais vous aviez une réaction allergique, là, ce qui arrive, ce qui pourrait théoriquement arriver, là, mais qui est en pratique très, très, très exceptionnel. Et par la suite, le patient peut recevoir son traitement à la maison. Il y a différentes modalités. On a des patients qui ont de l'aide, un support infirmier tout le temps, des gens qui deviennent plus autonomes aussi là, pour donner le médicament. Et bien sûr, se mettre un cathéter intraveineux, ben, c'est pas quelque chose qu'on peut facilement se faire soi-même, là. Donc, si on regarde l'ampleur du bénéfice, comme je vous dis, c'est un ralentissement. Donc, en clinique SLA, vous avez probablement déjà eu un questionnaire d'une douzaine de questions par l'infirmière ou le médecin qui pose des questions sur comment vous avalez, comment vous parlez, si vous avez de la difficulté à écrire, difficulté à monter les escaliers. Donc, ça, c'est le ALS-FRSR, qui est l'échelle fonctionnelle qu'on a pour évaluer les patients. Donc, sur une période de 6 mois, les patients dans l'étude, ceux qui recevaient le médicament, ont perdu 5 points à cette échelle-là, alors que les patients qui étaient sous placebo ont perdu 7,5 points. Donc, c'est 2,5 points de différence. 2,5 sur 48, ça n'a peut-être pas l'air énorme. D'un autre côté, des fois, c'est des items importants qui pourraient être significatif pour un patient. Par exemple, on ne peut pas manger ce qu'on veut, donc on perd 1 point. Puis on n'est plus capable de se débrouiller dans un escalier, on perd un autre point. Bien là, tout d'un coup, oups, on n'est peut-être plus capable d'aller dans notre restaurant préféré parce qu'on n'est pas capable de monter les marches, puis on ne pourrait pas commander ce qu'on veut. Donc, c'est des choses à réfléchir là, quand on choisit ou pas de prendre ce médicament. Ici, c'est une autre façon de l'illustrer. Donc, c'est les scores, les questionnaires sériés. Donc, c'était une période où donc les 2 lignes, la ligne verte, traitement, la ligne grise, placebo. Donc, les 2 lignes se touchent au début, mais c'est parce que ça, c'était une période d'observation. Et puis, à partir du moment où les patients sont traités, on voit qu'il y a un écart entre les deux. Il y a quand même beaucoup de chevauchement. Oui, c'est ça, entre les deux. Dans les traitements futurs, je me permets de parler d'un peu d'IMIX 0035, qui n'est pas approuvé au Canada encore. C'est examiné par Santé Canada actuellement. Encore là, c'est une combinaison de médicaments qui essaie d'améliorer la fonction des mitochondries, puis diminuer le stress intracellulaire. Donc, encore là, c'était des patients qui étaient très ciblé. Donc, des patients qui avaient moins de 18 mois depuis le début de la faiblesse, qui avaient une SLA définitive, donc qui était étendue à 3 niveaux, puis qui avaient une fonction respiratoire quand même bonne. Ce que ça a pu démontrer, c'était que le score diminuait moins rapidement chez les patients sous traitement, donc 2,32 points, donc un effet similaire à l'édaravone. Il faut noter qu'il y a beaucoup de patients qui étaient sous édaravone aussi, là, autant dans le groupe traitement que le placebo. Il y a des données de survie qui ont été accumulées aussi. Il semblait y avoir un avantage d'environ 6 à 7 mois. Là, je vois qu'il y a une question. Est-ce que tous ces patients avec des diagnostics de SLA prennent des médicaments? Non, c'est ça. C'est pas tout le monde, hein? C'est des choix. Donc, il y a des patients qui vont... je vais juste voir si j'ai une autre diapo, là. C'est juste pour laisser les gens, les personnes qui lisent mieux l'anglais, prendre connaissance. Donc, les traitements, compte tenu que c'est rien de curatif, c'est toujours des options que j'offre aux patients parce qu'elles sont disponibles et que je pense que ça fait une différence. Donc, le riluzole, c'est sûr, il y a des patients qui vont essayer, puis ils ne seront pas capables de le tolérer. Puis, à ce moment-là, il faut voir le bénéfice potentiel versus la qualité de vie actuelle. Un peu pareil pour l'édaravone.
Il y a des gens qui me disent d'emblée, ben moi, ça va pas du tout avec mon mode de vie. Ensuite, il y a des considérations un peu plates, là, mais pratico-pratiques, c'est les critères de remboursement. Le Riluzol, c'est quand même assez large au Québec, mais certains patients se présentent chez nous avec des problèmes respiratoires tels que ils n'ont pas les critères de remboursement. Pour les Daravones, ben c'est ça, c'est un peu plus touché, c'est un peu plus spécial, là. Donc, des fois, les patients sont tout compte fait, là, on décide de ne pas demander. Mais on propose ce à quoi on pense que les patients sont éligibles, là, en effet. Ensuite, ben, les autres aspects importants là, des soins interdisciplinaires, c'est les soins respiratoires. C'est parmi les choses là, qui changent le devenir des gens. Ça augmente la survie, la qualité de vie aussi. Donc, c'est le fameux BiPAP en général qu'on choisit, là, un masque qu'on porte la nuit. Ça permet aux muscles respiratoires de se reposer. Il y a des techniques de tout augmenter aussi pour permettre aux patients de mobiliser les sécrétions pour éviter qu'il y ait des bouchons de mucus qui se forment puis qui peuvent causer des pneumonies. Donc, c'est important de le faire. Ça, en tout cas, pas tout le monde qui adhère autant nécessairement, là, mais bon. Et puis, c'est ça, la fonction respiratoire est évaluée régulièrement. Alors, on dit environ 3 mois, mais ça dépend des besoins. Des patients qui sont très stables, qui ne développent aucun symptôme, on peut peut-être se permettre d'espacer un peu les évaluations. Le poids doit être suivi également parce que un des facteurs de mauvais pronostic pour la SLA, c'est la perte de poids importante. On est un peu plus agressif au niveau nutritionnel qu'on l'a déjà été. Et on pourrait vous proposer d'avoir une gastrostomie ou une gastrojéjunostomie. Ça dépend des risques d'aspiration. Donc, pour un patient qui a de la difficulté à avaler, il y a un risque que la nourriture aille dans les poumons et que ça cause des pneumonies. Donc, une des façons de limiter ce risque-là, c'est d'avoir une gastrostomie. Sinon, des fois, il y a des patients qui ont une perte de poids très importante malgré qu'on optimise la nutrition. Des fois, il y a d'autres facteurs là, qui font que le patient ne peut pas manger plus concentré en énergie, donc ça peut être une option. Puis, c'est sûr que des fois, on sent bien qu'on bouscule les patients, leur famille, mais pour que la procédure se passe bien, que ce soit facile, on essaie de favoriser qu'elle soit faite tôt si c'est une option envisageable pour le patient, bien sûr, parce que pour des gens pour qui ça ne va pas du tout avec leur système de valeurs, puis c'est correct aussi. Mais il faut le faire avant que les enjeux de respiration soient trop importants. Donc, c'est vraiment des choses auxquelles il faut vérifier, il faut penser. Les pratiques optimales parlent aussi des autres symptômes à gérer en SLA. La douleur. Donc, la SLA fait pas mal comme telle, mais oui, on peut se retrouver avec toutes sortes de douleurs pour toutes sortes de raisons. Donc, il faut aller à la racine de ça. Des fois, malheureusement, ben, on est un peu... on reste un peu dubitatif là, sur la cause, mais ça se traite quand même. Les fasciculations, je dois dire que habituellement, là, c'est le mépris, le principal traitement. C'est rarement dérangeant, puis il n'y a pas grand-chose qui fonctionne très bien, là, mais vous pouvez en parler avec votre médecin. La sialorée, ça, c'est la salive qui s'écoule malgré nous. Il y a plusieurs options de traitement qu'on pourrait envisager. Puis l'expression involontaire d'émotions, l'affect pseudobulbaire aussi, ça peut se soigner. Il faut réaliser que ce pas des médicaments qui ont été développés pour ça, mais qu'on utilise en neurologie pour plein de raisons, qu'on a une certaine expérience. On peut traiter aussi la spasticité avec les étirements, les exercices passifs, les crampes aussi, surtout hydratation, étirement en premier lieu. Et on adresse aussi les difficultés de communication. Donc, malheureusement, il y a des délais. On essaie d'optimiser ça
pour que ça se fasse rapidement et que ce soit accessible quand c'est requis. L'exercice, l'intensité modérée est recommandée si vous êtes capable, si vous en avez envie. Et la cognition, ben, c'est ça, on essaie de la dépister tôt. Il n'y a malheureusement pas de médicaments spécifiques pour ça. Et bien sûr, ben, dans le guide de pratique nous suggère aussi là, de voir au bien-être des proches aidants. Puis ça, je pense que SLA Québec nous aide beaucoup avec ça, avec différentes ressources puis conférences là, aussi. Donc, comme vous voyez, il y a une myriade de symptômes, malheureusement, qui viennent en plus de la faiblesse. Mais on peut, il y a toujours là, des options pour traiter tout ça. Donc, pour vous donner un exemple de quoi ça a l'air, une clinique SLA, ben, nous, au CHUM, on a une infirmière clinicienne, Mme Sophie Villemer, et un orthophoniste, une psychologue, une conseillère en soins spirituels, bientôt travail social. Et c'est vraiment le but là, de coordonner vos soins. Il y en a beaucoup qui vont être donnés dans des ressources de proximité comme les CLSC, les centres de réadaptation. Puis dans le fond, le but de ça, ben, c'est de simplifier la vie des gens. La recherche fait partie jusqu'à un certain point des traitements de la maladie, puisqu'il n'y a pas rien là, qui nous permet de vous guérir. Donc, dans les options qu'on peut vous offrir, ben, c'est la recherche. Au CHUM, on inclut aussi les autres maladies du neurone moteur parce qu'on se rend compte que les besoins peuvent être similaires. Donc, oui, c'est pas mal ça. J'essaie de me rappeler qu'est-ce que j'ai ensuite. Et c'est ça, on a développé aussi d'autres collaborations là, avec les soins palliatifs, la pneumologie, puis nutrition, des fois pour des avis plus spécifiques, différentes interventions dans notre hôpital. Donc, la recherche, comment c'est organisé au CHUM? Ben, on a bien sûr le modèle plus classique avec moi, mes infirmières de recherche, Mme Gravel, Mme Robert, puis aussi avec l'unité d'innovation thérapeutique, qui est une unité de phase 1. Donc, c'est des médicaments qui sont en phase précoce de développement, qu'il y a très peu d'humains sur Terre qui l'ont reçu ou qui l'ont reçu ou des médicaments un petit peu plus répandus, mais que peu de personnes l'ont reçu pour la SLA spécifiquement. Donc, accessoirement, on est 3 neurologues. OK, on me pose déjà une question sur l'essai clinique du docteur Robitaille. Écoutez, je pense qu'il va falloir que SLA Québec l'invite pour en parler spécifiquement. Je dois dire que j'en sais pas beaucoup plus que vous, là, en tout cas, des choses qui sont dans le domaine public. Donc, accessoirement, c'est ça, on est 3 neurologues, 3 chercheurs qui rencontrent des patients au CHUM. Pardon. Et bien sûr, on offre de la télésanté pour les patients qui ne peuvent pas se déplacer. Bien sûr, on essaie de faire le plus possible en personne, mais ça demeure une alternative quand c'est nécessaire. Donc, en termes d'essais cliniques qui recrutent en ce moment, ben, il y en a un avec le reldesemtiv, donc une étude de phase 3, un médicament qu'on essaie de voir si ça permet de préserver la fonction respiratoire. Un médicament qui est quand même bien toléré, pris par la bouche et puis qui vous permet de prendre le riluzole puis l'édaravone. Pour ceux qui ont un nouveau diagnostic et pour qui l'édaravone intraveineux n'est pas vraiment une option, il y aurait l'option d'entrer dans un protocole avec l'édaravone par la bouche. Donc, l'édaravone par la bouche va être probablement, éventuellement disponible, là, mais on ne sait pas c'est quand. Donc, pour l'instant, il faut être en projet de recherche pour peut-être en recevoir. C'est un protocole qui est intéressant parce qu'on compare prendre une dose quotidienne ou prendre une dose selon le même horaire qu'intraveineux, donc 2 semaines sur 4, grossièrement.
Donc, c'est voir s'il y a un avantage à donner le médicament tous les jours. Donc, ça peut être intéressant pour certains patients. Bien sûr, il y a des critères d'éligibilité. On peut toujours en discuter avec vous. Par rapport à l'unité d'innovation thérapeutique, on a deux protocoles un peu différents. Donc, il y en a un qui s'appelle Annexon. C'est un médicament qui inhibe le complément. Donc, le complément, c'est une partie de notre système immunitaire qui semble impliquée dans certaines maladies neurodégénératives. Donc, on essaie de voir si, en modifiant ça, on peut changer le devenir des patients. Les critères vont changer un peu. Je ne peux pas vous les présenter parce que le protocole a changé, mais ça n'a pas été approuvé par l'éthique encore. Donc, en fait, les critères d'éligibilité vont être un petit peu plus larges encore. Donc, ça peut être intéressant si vous ne trouvez pas d'essais cliniques pour lesquels vous êtes éligible. Puis, un autre médicament, un médicament qui n'a pas encore de nom, juste une série de lettres, donc qui va réguler le stress cellulaire là, inné qu'on a, dont je vous parle tout à l'heure. Donc, un autre protocole qui peut être intéressant, puis dont les critères d'inclusion sont quand même assez ouverts. Donc, ça peut être intéressant là, pour certains d'entre vous. Bien sûr, il y a d'autres façons de participer à la recherche qui sont tout aussi importantes en faisant des dons d'échantillons biologiques, le sang par exemple, où certains patients vont choisir de donner leur cerveau, leur moelle épinière au décès. Nous, par exemple, on fait aussi une recherche sur l'exposition au cuivre, donc c'est observationnel seulement. Donc, ça peut être une autre façon là, de contribuer à la compréhension de cette maladie-là. Donc, voici encore des coordonnées pour l'unité de phase 1 et pour la recherche plus traditionnelle là, avec Mme Robert et Mme Gravel. Parfait. Ben, moi, j'ai terminé ma présentation. J'ai vu donc 2 questions dans le chat, mais il y en a peut-être eu d'autres adressées directement à Kate. Oui. Ben, merci beaucoup, Geneviève. C'est le temps maintenant pour les questions. Si vous aimeriez arrêter le partage d'écran, Geneviève, comme ça, tout le monde peut voir. Merci. Donc, Madame Couture, envoyez-moi un courriel. Je peux envoyer vous quelque chose plus tard. Donc, c'est le temps des questions et des commentaires. S'il vous plaît, vous pouvez utiliser le boîte chat ou vous pouvez juste ouvrir votre microphone. Il y a aussi une façon, s'il y a plusieurs, où vous levez la main, vous rentrez dans une boîte qui s'appelle réaction. Ça va être les icônes pour lever la main pour vos questions. Donc, c'est à vous. Ou est-ce que la conférence était tellement claire, il n'y a aucune question et tout le monde maintenant comprend laisser la A à Z? J'ai une question, j'aimerais savoir comment vous évaluez la fonction respiratoire des patients. Donc, c'est des tests de fonction respiratoire. Au CHUM, depuis notre déménagement, c'est fait dans le laboratoire de respirologie. Là. En gros, on obtient une capacité vitale lente ou forcée. Il y a d'autres volumes pulmonaires qui sont mesurés, mais bon, disons qu'on s'en sert beaucoup moins. Des fois, des cas complexes, il va y avoir des mesures plus avancées, là, mais habituellement, c'est avec le pneumologue qu'on va discuter de ça. Il y a des fois des mesures qu'on peut faire assis et couché, donc l'orthopnée, hein, le fait qu'on respire mieux assis que couché, ça peut être un signe de faiblesse musculaire. Donc, chez certains patients, ça peut passer sous le radar autrement, là, donc on peut le demander. Ça peut se mesurer par des appareils au chevet. Des fois, en recherche, on a vraiment des choses très limitées.
On n'utilise pas de VEMS, sauf peut-être justement dans des pathologies qui sont, si on pense qu'il y a coexistence là, de MPOC ou d'asthme, justement, ce serait des cas vraiment particuliers, là. Donc, ça. Bon, ça peut se tester avec des équipements minimaux là, au chevet, comme à Notre-Dame, un petit bidule, puis en recherche, pour ceux qui participent, là, on a des mini-appareils, puis on devrait être capable de le faire à la clinique bientôt. Merci. J'ai une question de M. Gérald Avoine. Est-ce que le AMX 030 Q3S sera disponible rapidement après son homologation? Oh my goodness gracious, une mot difficile bon, pour ça. moi. Oui. Ou réservé à un groupe de personnes? Bien, c'est deux choses, OK? Donc, homologation et disponibilité du médicament, avant, ça se faisait en séquence. OK? C'est parce que la compagnie doit établir comme un prix, des ententes pour que le médicament soit commercialisé. Maintenant, c'est bien fait en ce sens qu'ils essaient de faire les deux processus en même temps, obtenir un prix maximum autorisé, puis obtenir une homologation. Les processus sont souvent en parallèle. Puis aussi, ben, il y a un processus, ben, c'est les grands assureurs vont aussi examiner les données pour voir, ben, on est prêt à la. Parce que des fois, les indications de remboursement ne seront pas tout à fait les mêmes que les indications d'homologation de Santé Canada. Hein, si on regarde les Daravones, c'est approuvé pour tout essai-là, alors que, ben, vous l'avez peut-être vécu, là, les compagnies d'assurance vont dire, ben non, il faut que ce soit comme un patient dans l'étude. Donc, ça va. Puis les deux ne vont pas nécessairement de pair, là, la décision. Mais on essaie d'avoir les deux choses le plus possible en même temps. Puis les gens de l'industrie aussi sont très sensibles à ça. Réserver un certain groupe de personnes, ben c'est ça. Il va falloir voir si Santé Canada l'homologue. Le rapport d'expert à la Food and Drug Administration est sorti il y a quelques jours et puis c'était une décision défavorable, en fait. Donc, je ne sais pas si ils vont faire la même chose là, au Canada. Réserver à un groupe de personnes, ben là, c'est ça l'affaire. C'est si c'est commercialisé, est-ce que sous quels critères ça va être remboursé? Parce qu'il y a toujours moyen de le prescrire en dehors des critères de remboursement, mais c'est juste à ce moment-là, est-ce que vous assumez le risque? Est-ce qu'on pense que ça peut être bénéfique pour vous? Donc, c'est ça. Merci. De Madame José Lachance, l'aide Ravon et le Riluzol prennent combien de temps pour être efficace? Ouais, c'est une bonne question. En fait, on met pas de notion. La notion de combien de temps ça prend pour être efficace, c'est pas nécessairement vraiment existante, là. Hein? On pourrait dire, ben, dès qu'il y a une molécule qui se rend aux neurones, ça commence à fonctionner, ça commence à essayer d'arrêter, peut-être même renverser les processus en cours. Puis aussi du fait que la maladie progresse quand même, c'est un peu difficile d'apprécier s'il y a vraiment un effet. Donc, ce qu'on fait des fois avec des patients qui pensent à arrêter, ben, c'est regarder justement l'évolution de leur maladie avant, après. Donc, par exemple, avec les tests de fond, avec l'ALS-FRSR, dire, ben, regardez, avant du dernier jour où vous pensez avoir été normal, disons octobre 2019, au début du médicament, je sais pas, là, janvier 2021, vous avez perdu tant de points en tant de mois. Puis si on regarde quand vous avez commencé
l'édaravone, janvier 2021 à mars 2022, ben, vous avez perdu tant de points. Donc, si on fait par mois, ben, vous pouvez avoir une idée bien générale. Est-ce que je me détériore plus vite, moins vite? C'est pas parfait, c'est vraiment une discussion au cas par cas, là. Merci beaucoup. J'ai une question de Mme Palordi. Est-ce qu'il est possible de passer de la perfusion à l'édaravone orale? Pas pour l'instant, à ma connaissance. Parce que le médicament est disponible seulement dans des protocoles de recherche. Puis celui qu'on fait en ce moment, c'est pour les patients qui n'ont jamais reçu d'édaravone. Donc, on verra qu'est-ce qui va se produire. Là, ça commence, c'est un peu hypothétique comme scénario, là, mais disons que l'édaravone oral est approuvé par Santé Canada un jour, disons qu'il est disponible commercialement, ben, est-ce qu'on va pouvoir passer d'un à l'autre? La réponse logique, ce serait oui, mais des fois, le monde, c'est pas logique, là. Merci beaucoup. Je n'ai pas des autres questions maintenant sur le chat. Est-ce que quelqu'un a une autre question qui veut clavarder? Oui, Adi. Quels sont les traitements et méthodes utilisées pour dégager les voies respiratoires des patients? Inhalothérapie, physiothérapie, pulmonaire. Oui, Désolée. c'est correct. Oui, ben, il y a des. Malheureusement, on n'a pas beaucoup d'investissements en physiothérapie pulmonaire. Il y a des inalos qui connaissent qui connaissent plus les techniques, qui vont en faire plus avec les patients. Dans le fond, souvent, là, ça va être plus les ballons puis les cough assist, des exercices de recrutement de volume pulmonaire ou l'utilisation d'un cough assist, là, dans le fond, qui envoie de l'air, qui fait vibrer, puis ensuite qui déclenche comme une toux là, pour sortir tout ça. Merci. Nous avons eu un remerciement de Mme Pellardi. Merci beaucoup, très éclairant sur le sujet. De M. Villeneuve, est-ce que c'est conforme d'administrer Edaravone 10 jours de suite au lieu de 2 séquences de 5 jours espacées de 2 jours? Oui, ça pourrait. Des fois, les patients, pour toutes sortes de raisons, ont un empêchement, une journée dans leur semaine de traitement, donc on peut déporter là, 5 jours, 2 jours d'espace, là, c'est à cause qu'on fonctionne du lundi au vendredi. C'est vraiment ça. C'est plus pour le confort, mais quelqu'un pourrait dire moi, je fais mes 10 jours en ligne. Par exemple, quelqu'un qui aurait un voyage, ça pourrait être une option. Merci beaucoup. Il n'y a pas des autres questions à ce moment-là. N'oubliez pas que vous pouvez aussi lever la main ou parler avec le microphone lorsque vous l'ouvrir. Je vais donner vous le temps de réfléchir, de clavarder. Monsieur Lapointe, pourquoi pas à tous les jours être avant? Ben, c'est ça. Hein? En fait, le Darabon, ça a toute une histoire, là. Donc, c'est un médicament qui a été développé dans les années 90, début des années 2000, pour le traitement des ACV. Donc, quand on a un ACV, on a un blocage dans un vaisseau du cerveau, puis il y a plein de neurones qui reçoivent plus d'oxygène, qui reçoivent plus de sucre. Donc, les neurones meurent. Et ben, je pense qu'on avait déjà l'intuition à ce moment-là qu'il y a des neurones que peut-être on pouvait les sauver, que dans le fond, eux, il y avait peut-être manqué de sang moins longtemps, donc on pourrait peut-être les sauver en donnant un antioxydant. La neuroprotection, par exemple, au début des années 2000, ça a fait pas mal patate, en ce sens que le problème, c'est que si on ne débouche pas le vaisseau, ben, le médicament ne se rend pas aux neurones qui souffrent. Donc, les neurones meurent pareil. Cependant, en Asie, les Darabon, ils ont adopté ça comme traitement standard des ACV.
Et un patient qui fait un accident cérébrovasculaire, c'est un patient souvent qui est très malade autrement, qui va avoir des problèmes cardiaques, des problèmes rénaux, et aussi, le traitement des ACV n'était peut-être pas aussi optimisé là, qu'il l'est aujourd'hui. Donc, ils avaient l'impression que s'ils donnaient le médicament plus que 2 semaines, ils commençaient à avoir des problèmes de reins. Donc, c'est pour ça qu'ils se limitaient aux 2 semaines de traitement. Puis ensuite, si le patient n'était pas vraiment mieux, ben, ils en redonnaient 2 semaines plus tard. Donc, quand ils sont arrivés pour tester la molécule dans la SLA, ben, ils ont dit on va prendre le même schéma. Ça aurait peut-être été difficile là, d'arriver aux autorités régulatrices quand ils voulaient faire leur essai clinique, là, de dire non, non, nous, on va le donner tous les jours parce que nos patients SLA, autrement, sont en santé. Donc, ils sont allés avec la précaution, là, puis garder la méthode. Cependant, en réalité, c'est peut-être pas fondé comme crainte. Donc, c'est pour ça que, puis aussi, ben, c'est s'imaginer avoir 1 heure d'infusion tous les jours. C'est pas simple. Donc, c'est pour ça que maintenant qu'on a une forme orale qui existe, ben, on se dit, ben, on va faire l'essai clinique, voir si tous les jours, puis en même temps, ben, un essai clinique, on surveille les patients de très près, donc on va se rendre compte si jamais il y a d'autres effets sur la santé, des effets qui sont néfastes, là, on va pouvoir le détecter puis y remédier ou dire, ben non, finalement, il ne faut pas faire ça. Il y a cependant là, quelques patients, je ne sais pas s'il y a des gens qui le font encore, mais qui suivaient le protocole là, à la suggestion d'un médecin au Japon, puis qui prenaient tous les jours de l'édaravone en intraveineux. Là. Mais vous pouvez imaginer, c'est hors protocole, là, puis ça a ses risques aussi. Donc, c'est vraiment à discuter avec votre médecin. Merci beaucoup. Il n'y a pas d'autres questions à ce moment-là. Peut-être Adi est en train d'écrire une question. Je vois qu'elle... Ah ben, vous pouvez la poser oralement aussi. Là. C'est sûr. Est-ce que quelqu'un d'autre a une autre question, un commentaire à partager? Ouais, ben, j'ai vu quelqu'un qui a parlé de débit de pointe. Là, c'est sûr que dans les mesures de respiration, il y a des mesures alternatives à la capacité vitale forcée puis à la capacité vitale lente qui sont envisageables. Là. C'est juste qu'on n'a pas toujours l'appareillage pour le faire, comme les SNP, par exemple. Là. Donc, la pression générée là, au niveau de la narine quand on aspire. Donc, c'est moins sensible à d'autres défauts. Là. Fait que ça peut être bien, ça pourrait être intéressant, mais ce n'est pas tout à fait passé dans la pratique courante. Débit de pointe, oui, ben c'est ça. Des fois, les forces de toux peuvent être envisagées là, comme critères pour commencer certains traitements respiratoires. Mais il faut réaliser qu'il y a beaucoup de mesures dans les bilans respiratoires qu'on demande couramment qui sont plus faites pour juger d'obstruction. Donc, comme le VEMS dans un patient asthmatique, le gros du volume va être expiré là, dans la première seconde par rapport au reste. Hein. C'est tout le temps en ratio là, qu'on les regarde. Alors qu'un patient SLA, ben, d'habitude, ça ne fait pas une courbe comme ça, à moins qu'il y ait une autre maladie concurrente. Merci. Vous avez le temps pour une autre question, si vous voulez, ou des commentaires.
Je ne veux pas garder personne s'il n'y a pas des autres questions. Donc, je donne encore quelques secondes pour penser de ça. Mais sinon, nous allons terminer notre conférence ce matin. Oui, Monsieur Leblanc, est-ce que ça veut dire OK ou vous avez une question? OK. All right. Merci beaucoup. J'apprécie ça. Donc, je veux dire merci à tout le monde. Oh, est-ce qu'il y a des tendances à une augmentation des cas de SLA? Ça, c'est de M. Villeneuve. Ouais, on ne semble pas avoir plus de cas qu'avant. Je pense que c'est juste le fait que les gens en parlent peut-être plus, que le diagnostic est fait plus tôt, donc les gens semblent plus au courant, là. Mais c'est sûr qu'il y a encore un enjeu de retard de diagnostic, là, donc qu'on s'attelle à régler, là. Donc, est-ce qu'il y a des autres commentaires, des autres questions pour Dr. Ma? Est-ce que l'on peut revoir? Oui, ce serait sur notre site web plus tard. Ça va être certainement cette semaine, sinon même aujourd'hui. Nous avons une équipe efficace en communication, donc ça serait là vraiment bientôt. Donc, je veux vraiment dire merci à tout le monde qui avait participé aujourd'hui dans cette conférence de Dr. Matt. Ah, encore une autre question. Quelle alimentation recommandez-vous pour les patients qui n'ont pas de problème de déglution? Il n'y a pas de diète particulière là, qui est recommandée pour la SLA. Il y a des études là, qui ont été faites hautes en calories, c'est-à-dire en fait plus hautes en calories, probablement mieux là, que moins. Mais il n'y a pas d'évidence qu'une diète cétogène, par exemple, pourrait aider la SLA, des choses comme ça, et différents protocoles. On faudrait en parler avec votre médecin, mais non, il n'y a pas de recommandation officielle. Il faut manger de tout, comme tout le monde devrait faire. Merci beaucoup. Donc, chaque fois que je dis « OK, c'est fini, il y a d'autres questions, donc je ne veux pas jinx ça. » Ou peut-être je vais faire encore « OK, c'est, regarde, oh, c'est les merci. » Donc, plusieurs merci. Et merci à tout le monde ici pour votre participation et un grand merci à Dr. Matt pour son temps ce matin. Vraiment, vraiment apprécié par nous et par nos membres. Donc, merci beaucoup tout le monde et je vous souhaite une très belle journée aujourd'hui. Oui, allez jouer dehors. Oui, c'est le soleil ici. J'espère que c'est partout au Québec aujourd'hui. Donc, vous avez eu l'ordre de docteur, allez jouer dehors. Donc, merci beaucoup tout le monde. Merci tout le monde. Au revoir. À la prochaine. Au revoir.